Le Grand Soir Week-end, la suite. On est ravis d'accueillir Céline Calvez. Bonsoir, vous êtes députée La République En Marche des Hauts-de-Seine, plus particulièrement Clichy et le Valois. Frédéric Delpech du service politique est avec nous. Alors on va revenir sur cette image étonnante d'un face-à-face entre des élus principalement de droite et du centre, aujourd'hui face à des musulmans qui priaient dans les rues de Clichy, évidemment qui occupaient l'espace public, et les élus en face qui leur disaient non, vous n'avez pas le droit, partez, il faut trouver une solution. Et nous, on en a une espèce d'impossibilité de dialoguer. Hubert Koester. Une centaine de musulmans qui prient dans cette rue de Clichy. Face à eux, des manifestants entourent le maire de la ville et chantent la Marseillaise. La tension monte, quelques échauffourées éclatent avec les forces de l'ordre. Depuis 8 mois, ces prières de rue ont lieu tous les vendredis, d'habitude sur le parvis de la mairie. Ça suffit, on doit respecter la République est bafouée, il n'y a pas de revendication plausible. Il ne s'agit pas de stigmatiser quiconque, il s'agit juste de dire à un moment donné, dans la rue, c'est un espace public, c'est pas un espace qui n'est pas privatisé, et ça c'est la République. Les associations de musulmans répliquent qu'ils ne souhaitent pas ces prières de rue. S'ils sont là, disent-ils, c'est qu'ils ont été expulsés de leur mosquée par la mairie qui va y construire une médiathèque. Les lieux de culte qu'on leur propose sont trop loin et surtout, ajoute-t-il, le maire n'a jamais voulu les recevoir. Le maire, il ne veut pas recevoir personne, il ne veut parler à personne. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Allez-y demander au maire s'il a le courage de m'affronter face à face. Il n'a pas le courage. En début d'après-midi, manifestants et fidèles musulmans se sont dispersés dans le calme. On fait notre prière et on rentre chez nous. Voilà, Céline Calvez, image quand même étonnante de voir ces élus de la République face à des musulmans en train de prier. Vous y étiez, vous ? Non, je n'y étais pas. Et moi, ces images, quand je le vois... Vous êtes la députée du secteur. Je suis députée de Clichy et le Valois-Perret. Donc ici, ça se passe à Clichy. Là, ce que je vois dans les images, c'est qu'il y a une véritable rupture du dialogue. C'est-à-dire que d'un côté, les musulmans, et de l'autre côté, le maire et différents élus n'arrivent pas à trouver un lieu de dialogue pour trouver une solution. Parce que la situation, elle n'est satisfaisante pour personne. Donc, par contre, de là à ne pas se mettre autour de la table, c'est ce qu'on souhaite. Donc, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir trouver une solution. Et là, qu'est-ce qui coince ? C'est le maire Les Républicains qui ne veut pas écouter la communauté musulmane ? Moi, je ne sais pas s'il veut... Enfin, moi, je pense qu'il y a cette volonté d'écoute. Il va falloir quand même la poursuivre. Je pense que toutes les voies n'ont pas été explorées. C'est-à-dire qu'il y a eu des solutions de proposées par la mairie. Il y a des demandes... propose une salle de prière de 2000 m², mais qui effectivement est un petit peu plus loin, mais qui est toujours à Clichy. Oui, et qui est considérée comme étant trop petite par les fidèles pour accueillir le vendredi, là où les prières rassemblent le plus de personnes. Ce qu'il faut, c'est bien identifier les bons interlocuteurs, pouvoir les mettre autour de la table pour trouver une solution. Parce qu'il y a eu une décision de justice qui fait qu'il est normal que le lieu qui était une salle de prière propriété de la mairie et qui va devenir une médiathèque soit affecté à cette activité. Pour autant, on ne peut pas se satisfaire de voir des gens prier dans la rue, parce que même pour l'exercice de sa foi, et pour en avoir parlé avec plusieurs musulmans, on ne se satisfait pas de devoir prier dans la rue. On vous sent quand même extrêmement prudente sur ce Bien sujet. sûr. Vous marchez sur des œufs, ça se sent, et vous évitez d'ailleurs de nommer les choses. Vous dites des protagonistes, il faut le dialogue, etc. Bon, pour poser une question plus directe, allez, est-ce que vous êtes favorable ou non à ces prières de rue ? En tout cas, moi, ces prières de rue, je peux juste les constater. Moi, ce que je veux, c'est qu'on trouve une solution pour que, les fidèles n'aient plus à prier dans la rue et qu'on n'ait pas de troubles à l'ordre public. Là, on n'en a pas jusqu'ici. On pourrait en avoir. Écoutez un peu ce que ça a donné. Il y a eu un peu de bousculade, d'altercation et des mots d'oiseaux qui sont sortis quand même. C'est très bien, et c'est islamophobe de faire ça. Bien sûr, bravo, on est islamophobe, on est content. Mais non, c'est pas... Oui, mais vous savez pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? On est content. Dans la Russie, non, vous n'avez pas à occuper la rue. Ça vous dérange? Oui, je l'entends.
Ça vous dérange. L'exercice ça dérange pas que moi, ça dérange pas mal de monde. Ça vous dérange. On rentre, ça y est, dans les grands discours habituels de l'islamophobie. Voilà, des élus de la République traités d'islamophobes. Là aussi, quelle image désastreuse. Il y a quoi? Il y a de la provoque de chaque côté ou quoi? Peut-être ça, pour en juger, il faut vraiment qu'on arrive à pouvoir mettre toutes les parties sur quelles sont leurs revendications et quelles sont les voies possibles à régler cette situation. Mais pourquoi il y avait que des élus de droite, de l'UDI et du MoDem et pas vous? Il n'y a pas une histoire politique là-dedans quand même? Peut-être, en tout cas, moi ce que je veux surtout, moi je ne pense pas que c'est en allant avec mon écharpe dans la rue que la situation va se régler. Je ne pense pas que c'est, vous parliez d'un face-à-face. Valérie Pécresse va trop loin? Elle essaye de provoquer? Je ne sais pas si c'est de la provoque, mais moi je note le terme que vous avez utilisé. C'est une façon de mettre un coup de projecteur pour souligner quand même le désarroi de certains élus locaux qui n'ont pas de texte de loi sur lesquels s'appuyer pour décider, oui ou non, d'autoriser ou d'interdire ces prières de rue. On sent chez beaucoup d'élus locaux, et on le sent par exemple aussi chez les chefs d'entreprise, lorsqu'ils sont confrontés à ces situations, un désarroi, une sorte d'abandon, de solitude. Donc c'était un coup de projecteur aussi peut-être. Mais moi je pense que tout ne doit pas se régler par la loi, c'est-à-dire que de dire il y a rien dans la loi qui nous permet de régler la situation. Moi, je pense vraiment que des situations peuvent se régler par un dialogue plus poussé. Là, on voyait des images, c'est une rupture de dialogue. On voit des images de bousculade. Effectivement, on n'en veut pas. Et les CRS entre les deux, entre les élus de la République et les musulmans. Oui, parce que c'est depuis plusieurs semaines, ces prières de rue sont encadrées. Ça fait 9 mois que ça dure. Ouais, voilà, ça fait 8 mois que ça dure. C'est encadré par les forces de police, justement pour pas qu'on ait des troubles à l'ordre public. Donc la commissaire de Clichy ainsi que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine sont là pour justement éviter des troubles à l'ordre public. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Ouais. Ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est que, encore une fois, on ne va pas parler de ça tout le temps, mais le maire a proposé une solution, les musulmans n'en veulent pas. Où est la polémique? Élément de réponse avec Marie Belot. Il arrive. Cette scène se déroule vendredi dernier en plein cœur de Clichy. Des centaines de musulmans prient à même les pavés. Face à eux, une quinzaine d'opposants entonnent la Marseillaise, des pancartes pro-laïques à la main, et protestent contre l'occupation de l'espace public depuis 8 mois. Nous sommes dans un pays laïque et puis il n'est pas tolérable de laisser des gens comme ça envahir des places publiques. Ils ont une mosquée qui est à l'autre bout de Clichy, qui est très jolie, qui est très bien, et qu'ils y aillent. Et dans la rue, c'est pas du tout fait pour ça. Je sais pas, la prière, c'est sacré, il faut la faire dans un endroit sacré. L'association est désormais parti politique, force laïque, arpente les commerces et recueille les doléances. La loi interdit d'occuper l'espace public de cette manière. Et voilà, le boulevard est bouché. Ces prières extérieures, une façon de protester contre l'expulsion d'associations musulmanes en mars dernier d'un bâtiment qui appartenait à la ville. La mairie se défend, arguant qu'à la place, un centre cultuel de 2000 m² a été mis à leur disposition. La République est bafouée. Il y a des prières de rue alors qu'il y a un lieu de culte décent. Il y a ici à Clichy, il y a une église catholique, il y a une synagogue. Tout le monde doit respecter les règles. Il n'y a pas de revendication, puisqu'encore une fois, il existe un lieu de culte que j'ai mis en place avec un bail emphytéotique de 99 ans. Qu'est-ce que le maire peut faire de plus ? Dans ce centre, des salles qui accueillent les prières quotidiennes et jusqu'à 2000 fidèles le vendredi. Mais les récalcitrants estiment que cette mosquée est trop loin du centre-ville. Un faux argument pour les dirigeants du centre. Mais je leur dis, venez. Elle est à Clichy, et Clichy, elle fait 2 km sur 1,5 km. C'est impossible d'avoir trois centres de culture. Il n'y a pas 3 églises, il n'y a pas 3 synagogues. Elle peut accueillir tous les musulmans de Clichy. Les associations et les élus en appellent aujourd'hui à l'État pour mettre fin à ce statu quo qui dure depuis des mois. Vous comprenez les habitants qui en ont marre, qui disent « mais attendez, on va où là si on occupe les rues en permanence comme ça ?» On a l'impression que de part et d'autre, il n'y a pas une telle volonté de trouver une solution. C'est exactement ce que je pointais, c'est qu'on reste
peut-être chacun camper sur ses positions, alors qu'on a plutôt tout intérêt à comprendre pourquoi ces musulmans ne fréquentent pas le lieu qui a été mis à disposition, pourquoi ils sont là, pourquoi la mairie décide de mettre une bannière à l'entrée de la ville pour pointer ça. Je pense que c'est là, enfin c'est ce que vous pointez, c'est qu'on a besoin de faire plus de dialogue, de bien comprendre ce que revendiquent les uns et les autres pour trouver la bonne solution. Et je pense que le préfet y veille. Enfin, vous renvoyez vraiment dos à dos. On sent que vous ne voulez pas prendre parti. Hein. Vous renvoyez dos à dos. Ce que Valérie Pécresse dit... les musulmans qui font leur prière dans la rue et puis la municipalité qui proteste. Chacun a des revendications. Vous dites, enfin, on sent vraiment que vous ne voulez pas prendre parti. Je ne veux pas prendre parti parce que je serais incapable de prendre parti pour l'instant. Tant qu'on n'a pas eu la lumière faite. Quand même, depuis 8 mois, vous pouvez avoir peut-être votre petite idée en tant que député du CRU. Mon idée, simplement, c'est qu'il va falloir qu'on mette tout le monde autour de la table. Encore une fois, ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Le maire de Clichy est impuissant à l'État d'agir, dit Valérie Pécresse. Vous voyez, elle vous renvoie dans les cordes. Qu'est-ce que fait l'État ? L'État va pouvoir, je pense, mettre en place cette instance de concertation. Oui, ça va être fait. Donc sous l'égide de l'État et plus de la municipalité. Mais j'imagine que ça aille plus haut. Et pourquoi, en tant qu'élu de ce secteur, pourquoi vous n'entamez pas une médiation? Pourquoi vous n'allez pas sur place pour justement rapprocher les positions? Je ne sais pas si c'est en rendant sur place pendant la prière que c'est le moment le plus à même de faire ce dialogue. Peut-être que c'est à d'autres moments, dans d'autres lieux, peut-être moins... Enfin, justement, c'est peut-être pas dans l'espace public qu'on va pouvoir régler cette problématique d'espace public. Et je pense qu'il faut entendre chacun. Valérie Pécresse a fait ça pour les télés. De se rendre aujourd'hui pour les télés, je ne sais pas. Je pense que c'était aussi surtout par soutien par rapport au maire de Clichy qui se dit désemparé de la situation. Je ne sais pas si c'était pour les caméras. Je pense que c'est vraiment par soutien au maire et je pense que c'est ça qui a conduit plusieurs élus à venir. Maintenant, c'est une scène où un face-à-face n'est pas ce qui est souhaitable. Alors, on va continuer à dérouler l'actualité avec cette belle image cet après-midi d'Emmanuel Macron sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Inauguration, on va le voir, d'un historial avec le président allemand. Regardez, longue accolade qui évidemment rappelle, Frédéric Delpech, une autre image. Et oui, on se souvient de cette image, de cette main tenue par Helmut Kohl et François Mitterrand. C'était à Verdun, vous vous en souvenez, l'image qui a montré, symbolisé en quelque sorte la réconciliation, le rapprochement franco-allemand. Image très forte, on a l'impression qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron et le président allemand ont voulu rejouer la scène. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut à nouveau remettre l'ouvrage sur le métier, réconcilier la France et l'Allemagne, ou c'est simplement, en quelque sorte, un usage maintenant devenu courant ? Je pense qu'on a un bon lien entre la France et l'Allemagne. Je ne pense pas qu'il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Il faut toujours le conforter parce que c'est une alliance qui est fondatrice pour l'Europe. Là, on va... Il faut refonder l'Europe, dit le président. Ouais. Voilà, c'est refonder l'Europe parce que l'idée, c'est de dire que l'Europe est un très beau projet qui nous a assuré la paix depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pas rien. Là, on va fêter presque le centenaire de la fin du premier conflit mondial. On est sur des enjeux européens où la France et l'Allemagne peuvent jouer un rôle moteur. Et l'idée de refonder l'Europe, c'est-à-dire que il y a plein de choses à faire qui portent l'espoir et c'est ce pourquoi En Marche a été vecteur de beaucoup d'espoir, c'est de dire qu'on mettait l'Europe non pas au cœur des problèmes, mais c'était comme une solution. Et donc l'idée de refonder l'Europe, c'est de lui donner encore toute cette place dans la recherche. La solution, c'est pas le Brexit. En tout cas, je doute que ce soit la solution pour la Grande-Bretagne. En tout cas, je pense que le Brexit est une décision qui est maintenant regrettée par ceux qui ont parfois voté. Beaucoup le disent, si on refaisait un vote. Le projet européen d'Emmanuel Macron est encore très abstrait, à part le grand discours qu'on a salué effectivement à la Sorbonne. Pour l'instant, il se heurte plutôt à un mur. Angela Merkel n'est pas encore sûre de pouvoir reconstituer un gouvernement. Donc pour l'instant, c'est plus des déclarations de bonnes intentions.
Alors, des déclarations de bonnes intentions, mais avec des discussions avec nos partenaires européens qui vont aussi bien sur les travailleurs détachés que sur la mise en place, sur la mise en place d'une fiscalité, de recherche. Oui, mais tant que Merkel n'a pas fait sa grande coalition, ça coince. Lui-même le dit, il faut un peu de temps pour que la coalition allemande se fasse et pour qu'on avance. De toute façon, il faut du temps, mais on avance. Vous avez vu que pendant les 6 premiers mois de la présidence Macron, on arrive quand même à avancer. Alors, on avance sur l'Europe, on avance ici aussi sur le travail, sur plus de justice sociale. Effectivement, mais tout prend du temps, surtout sur une question qui est aussi en écho avec le sens et les valeurs. Quand je vous parlais de paix et la recherche de paix, on oublie parfois que c'est vraiment l'Europe qui a été ce garant de la paix. C'est quelque chose qu'on peut chérir. Et quand ça prend du temps, parce que c'est la négociation aussi, c'est d'aller voir l'ensemble de nos partenaires européens pour aller vers la recherche d'un consensus. Mais on le fait avec beaucoup de volontarisme. En tout cas, Emmanuel Macron est aussi revenu sur les risques, selon lui, de l'extrême droite, interrogé par des jeunes qui lui posaient la question. Il y a une montée des extrêmes dans nombre de nos pays européens, liée à la fois à la crise économique, à la crise de projet de nos démocraties occidentales, en particulier européennes. Moi, j'ai gagné l'élection présidentielle en France face à une candidate d'extrême droite. Et je suis convaincu à ce titre que le meilleur antidote, c'est donc d'être efficace, de retrouver le ciment de notre identité, de notre projet, et de le construire au sein d'une Europe ambitieuse, à la fois souveraine, unie et démocratique. Voilà la réflexion d'Emmanuel Macron sur sa candidature face à Marine Le Pen. Ça a été facteur, en fait, la montée des extrêmes et la montée de Marine Le Pen et la possibilité pour qu'elle prenne la tête de la France a été, pour moi, assez fondatrice dans mon engagement En Marche. Au départ, vous étiez au PS au départ. Enfin, j'étais au MJS il y a 15 ans. Voilà. Mais plutôt classé à gauche, puisque la République En Marche, c'est et de droite et de gauche. Oui, parce qu'on a réussi à casser ces lignes-là. Vous savez, moi, j'étais plutôt dans une culture de gauche, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on avait certains dogmes qui nous empêchaient d'avancer. Donc, par exemple, supprimer l'ISF, pour vous, maintenant, c'est plus tabou. En tout cas, supprimer l'ISF, ce n'était pas forcément quelque chose qui était tabou ou pas avant dans mon engagement à gauche d'il y a 15 ans. Moi, ce que je ne comprenais pas, c'était qu'on se refuse à utiliser et à regarder ce qui se passait dans l'économie pour pouvoir justement agrandir la part du gâteau. Parce qu'on parlait toujours d'équité ou d'égalité sans vouloir créer plus de valeur. Moi, je pense, et j'en suis persuadée, c'est que c'est en créant plus de valeur qu'on va en avoir plus à partager. Et cette idée n'était pas, en tout cas, assez développée à gauche pour moi. Mais voilà, c'était il y a 15 ans, j'ai fait du chemin. Mais en tout cas, je sais qu'avec En Marche, j'ai réussi à dépasser simplement cette envie de combattre les extrêmes, mais à trouver un véritable projet qui réconciliait ma recherche de justice sociale, mais aussi d'efficacité économique. Alors, vous avez vu qu'Emmanuel Macron a recadré les ministres mercredi en Conseil des ministres en découvrant un article du Parisien où il était excédé, où il a vu que les ministres se faisaient la guéguerre parce qu'il va y avoir un remaniement. Je ne sais pas si on va voir le papier de nos confrères. Ça coince au gouvernement en ce moment? Il y a une sale ambiance? Alors, par définition... Et il y a une taupe chez La République En Marche, d'ailleurs, qui donne à manger aux journalistes? Je ne sais pas. En tout cas, à chaque fois, il y a des informations qui circulent. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. C'était effectivement un Conseil des ministres assez long. Je ne sais pas s'il y a eu vraiment ces propos-là. Moi, je n'ai pas l'impression que ça coince, en tout cas, entre les parlementaires et les ministres. J'ai l'impression que ça avance. Après, j'ai l'impression que comme on n'a pas beaucoup à attaquer sur la politique, on aime bien trouver les histoires qui vont nous permettre d'attaquer sur les personnes. Aussi, en gros, les ministres doivent davantage faire valoir le travail du gouvernement, davantage communiquer. Et c'est vrai qu'un sondage publié aujourd'hui est assez éloquent, puisque finalement, les Français ne connaissent pas la plupart des ministres. Et donc, on va le voir, peut-être un déficit quand même. Oui. Est-ce qu'ils les connaissaient avant ? Voilà, regardez, non mais 79% des Français qui ne connaissent pas Jacques Mézard, mais aussi Frédérique Vidal, Nicole Belloubet, qui est quand même la garde des Sceaux, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes,
Alors bon, c'est vrai qu'il n'y a que 4-5 mois de gouvernement, mais enfin... C'est des ministres qui n'ont pas une identité politique, comme dans le précédent gouvernement, où effectivement il y avait des lignes de fracture. Tel ministre représentait l'aile gauche, l'autre représentait l'aile écologiste. Là, on a l'impression que c'est plutôt des ministres techniciens, finalement. Alors, moi, je pense qu'ils ont une identité politique. Ils font partie de cette majorité. C'est La République En Marche. Donc, il y a une coloration politique, quand même. Effectivement, ça ne reprend pas les vieux clivages. Ça ne reprend pas les vieux clivages. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas d'identité politique. C'est une nouvelle identité politique. La République En Marche. Donc c'est de notre faute, c'est de la faute des Français, il faut tout réapprendre. Il faut tout réapprendre. Moi, je serais curieuse de savoir si dans les mandatures précédentes, les Français connaissaient le nom de leur ministre aussi. Je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment des cas différents. Mais en tout cas, l'identité politique, là, je suis pas d'accord avec vous, c'est qu'elle est là. Elle reprend pas les anciennes les fractures, mais en tout cas, moi, je préfère à la rigueur que les Français comprennent le sens de l'action plutôt que de retenir le nom du ministre. Oui. Bon. D'un mot, vous avez succédé à, on va voir son image, Patrick Balkany. Vous avez vu qu'on lui cherche un corps, des noix sur son patrimoine et tout. Vous versez une larme ? La haute autorité s'est prononcée, a émis des doutes sur la déclaration qu'aurait faite mon prédécesseur sur la déclaration de patrimoine quand il était député. Mais vous dites ça fait beaucoup ou... Ça fait beaucoup sur quoi ? Sur les affaires de Patrick Balkany. Moi, voilà, la haute autorité émet des doutes. Bon, c'est pas la seule. Allez, tout de suite, c'est l'heure de Politique Express. Avec vous, Frédéric, on va revenir sur la séquence internationale d'Emmanuel Macron, qui était dans les Émirats en Arabie Saoudite cette semaine, et puis on l'a vu là avec le président allemand dans les Vosges. Oui, alors cet historial qui commémore une bataille assez méconnue d'ailleurs des Français sur cet éperon rocheux entre 1914 et 1916, entre 20 et 30 000 soldats français et allemands tués. Donc c'était l'occasion de rappeler ça, de lancer les commémorations aussi pour donc la grande année 2018 qui commémorera la grande Première Guerre mondiale. Mais il y a eu cette phrase assez étonnante d'Emmanuel Macron, on va l'entendre. Alors certes, c'est dans le contexte de la pédagogie historique, mais écoutez. C'est parce que ces tranchées soulignent en quelque sorte l'absurdité de cette guerre civile européenne que nous avons vécue. Et nous sommes là pour aussi en tirer tous les enseignements, pour que la jeunesse, qui était avec nous il y a quelques instants, prenne conscience que c'est possible. Parce que nous vivons aujourd'hui en nous habituant à la paix. Mais il n'y a rien de plus fragile que la paix, parce que c'est la bêtise humaine, c'est la haine de l'autre, ce sont des pulsions parfois faciles qui conduisent très rapidement à la guerre. Et donc cette exigence, cette vigilance de chaque instant, c'est ce que nous devons à ceux qui ont passé tant et tant de mois dans ces tranchées. Alors, ce qu'on a surtout retenu, c'est l'expression guerre civile européenne pour parler de la Première Guerre mondiale. Ça a surpris beaucoup de commentateurs. Alors, en fait, quand on regarde bien la définition, c'est une construction historique a posteriori, selon laquelle les conflits européens, de la Première à la Seconde Guerre mondiale, seraient en réalité un seul et même conflit, un peu comme la guerre de 30 ans. Et puis, ça vient aussi d'un livre qui avait fait scandale en 1987, La guerre civile européenne, de l'allemand Ernst Nolte, dans lequel il dédouanait un peu le nazisme en disant que c'était une conséquence de l'arrivée du bolchevisme. Donc, enfin, on voit que la pensée d'Emmanuel Macron est assez complexe. Quand même. On en a parlé. Emmanuel Macron qui a recadré ses ministres en conseil mercredi. Est-ce que le président dirige la France comme une entreprise ? On peut se poser la question, est-ce qu'il est le VRP de sa propre action ? Est-ce que l'Élysée est une PME ? Est-ce que la France est une grosse entreprise ? Alors la question a été posée par exemple à la députée Laetitia Avia tout à l'heure. Tous les jours sur le terrain, c'est ce que les Français nous disent. Au moins, vous faites ce que vous avez dit. Un chef d'entreprise, il a un business plan et il le respecte. Voilà. C'est ça aussi. Voilà, c'est dit. Un business plan, voilà, tout simplement. Oui, comme ça, c'est clair. On a eu 2 Macron pour le prix d'un. Ça fait des semaines qu'on parlait du statut de la Première Dame. C'est fait, le porte-parole du gouvernement a donné un chiffre. Et oui. Alors, il y avait cette charte de la transparence, mais... aujourd'hui, il y avait le débat à l'Assemblée sur le projet de budget, notamment de l'Élysée, et la France insoumise a interpellé le gouvernement, et le porte-parole a révélé combien elle écoutait en 2018 Brigitte Macron. Vous allez entendre, c'est assez savoureux, l'échange entre Christophe Castaner et Alexis Corbière.
Le coût des moyens mis à disposition du conjoint de chef de l'État, du fait des collaborateurs, sont de 440 000 €. Elle bénéficiera aussi du renfort de sécurité, parce que le conjoint du chef de l'État fait aussi l'objet d'une protection et bénéficiera dans ce cadre-là. Et pour ce qui est de tous les frais que vous avez évoqués, je pense que ce rapport n'est pas utile parce qu'il sera confié à la Cour des comptes. Nous avons élu une femme ou un homme à la présidence de la République, mais nous n'avons pas à déterminer, à donner des moyens à celui ou celle qui l'accompagne. C'est notre conception à nous. La question n'est pas épuisée, c'est ce que nous voulons pointer. Juste une précision, le président de la République n'a pas embauché Brigitte Macron, personne respectable comme je l'ai dit, il l'a épousée. Et de fait, dans nos institutions, l'époux, le conjoint du président de la République a une fonction de représentation. À propos de la France insoumise dont on vient de voir Alexis Corbière, ça tangue un peu au sein du parti puisque la porte-parole du parti, Raquel Garrido, quitte la formation. Oui, Raquel Garrido, figure un peu médiatique, va annoncer officiellement, sans doute dimanche, son départ de la France insoumise pour se consacrer à ses activités médiatiques, puisqu'elle est chroniqueuse télévision. Alors, bon, officiellement, c'est parce qu'elle mange du temps de parole à la France insoumise, mais officieusement, c'est parce qu'elle agace aussi un peu du côté de Mélenchon. Il y a des polémiques récurrentes, notamment sur ses cotisations sociales qui ne seraient pas payées. Alors, Jean-Luc Mélenchon a tout de même fait un tweet aujourd'hui. Raquel Garrido reste mon amie, elle n'a commis aucune faute. Seule, comme d'habitude, évidemment, les journalistes ont cherché à tout pourrir par leurs fausses polémiques. Avec tout mon mépris, voilà. Voilà, elle reste mon amie, mais elle est dehors. Merci beaucoup, Frédéric Delpech, et merci à Céline Calvez d'être venue nous voir ce soir, députée La République En Marche des Hauts-de-Seine. Dans un instant, le journal sur LCI.